Sur cette vidéo, vous pouvez d'abord voir une voiture grise. Quelques instants après, sur le trottoir, il y a cet homme qui marche dans la direction opposée. Et finalement, il revient. Alors, a priori, ce que vous venez d'observer est anodin. Pourtant, ce que vous venez de visionner, c'est un assassin. S'il est allé vers l'est à pied, c'est pour se débarrasser de l'arme d'un crime. Et s'il est revenu, c'est pour faire bien pire encore. La police découvrira tout le lendemain. Mais pour bien comprendre, il faut que je reprenne depuis le début. Alors, installez-vous, je vous raconte cette histoire criminelle absolument terrible. Il y a des villes que l'on associe difficilement au crime. C'est le cas de Sydney, en Australie. Située sur la côte sud-est du pays, Sydney est avant tout connue pour son magnifique opéra et ses espaces verts. Pour les 5 millions de personnes qui y vivent, c'est le juste milieu entre le confort de la modernité et le contact avec la nature. Ni les locaux, ni les 40 millions de touristes annuels ne marchent dans les rues de Sydney avec la peur au ventre. D'accord, il y a bien quelques crimes, mais c'est 20% de vol, 17% d'arnaque au transport public et 13% d'abus du système. On se croirait en France. On est loin, mais très loin du climat de terreur qui règne dans les favelas brésiliennes ou les ruelles de Détroit. Et encore, Détroit, ça s'est amélioré. Dans les années 2000, c'était vraiment un coupe-gorge. Quoi qu'il en soit, le 25 octobre 2023, l'opérateur du 000, le numéro d'urgence australien, tombe des nues. À 23h50, un homme l'appelle. Sa voix est faible, il parle à demi-mot. Et parfois, il articule si mal que certaines phrases sont incompréhensibles. Du moins, c'est ce qu'il fait pendant les premières secondes. Puis, la personne se reprend. Il y a un corps dans l'enceinte de la St Andrews Cathedral School. Il est dans une des salles de bain, à droite de la réception. En tout cas, il y était il y a de cela plusieurs heures. Un corps de femme. Sans laisser le temps aux policiers de dire quoi que ce soit, le mystérieux inconnu raccroche. Au début, l'opérateur hésite. S'agit-il d'une mauvaise blague ? Non, mieux vaut ne pas prendre de risques. Au cas où il ne s'agirait pas d'un canular, la police décide d'envoyer une équipe sur les lieux. Fondée en 1885, la St Andrews Cathedral School est une des écoles les plus prestigieuses de Sydney. Malgré des frais de scolarité allant de 24 000 à 60 000 $, les couloirs ne désemplissent pas. C'est même l'inverse. Les parents font des pieds et des mains pour y inscrire leurs enfants. Mais vous vous en doutez un peu, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. En tout, la St Andrews Cathedral School n'a que 1450 élèves. Et je dis que, puisque ce nombre inclut tout, de ceux étant à la prématernelle au bachelier. La St Andrews Cathedral School est donc un endroit prestigieux, voire même solennel. C'est logiquement avec un nœud dans la gorge que la patrouille de police se gare au Sydney Square 474 Kent Street. Quand l'un des policiers referme la porte de la voiture, l'écho résonne pendant plusieurs secondes. Il est presque minuit, et en dehors des agents de police et des gardiens de l'école, il n'y a absolument personne. Mais bon, la justice n'attend pas. Les policiers montrent leur badge aux gardiens qui les laissent entrer. Alors qu'ils se dirigent vers la pièce indiquée par l'informateur, l'atmosphère devient plus lourde. Et quand ils poussent la porte de la dite salle de bain, ils comprennent pourquoi. À côté de l'une des cabines, gît le corps sans vie d'une jeune femme. Elle est blonde, plutôt grande et possède un physique athlétique. Au premier abord, elle ne doit pas avoir plus de 25 ans. Malheureusement, il ne fait aucun doute qu'elle est morte. Elle n'a plus de pouls, et surtout, son corps commence à se raidir, ce qui indique qu'elle est décédée il y a au moins 3 heures. Et j'espère que cette information ne vous sera jamais utile. Mais vous en avez connaissance à présent. Concernant cette jeune femme, il est clair que ce n'est pas un accident. Elle n'a pas fait une mauvaise chute et s'est brisé la nuque. Ce n'est pas un arrêt cardiaque non plus, ou toute autre cause naturelle de décès. Si les policiers en sont sûrs, c'est à cause des nombreux traumatismes crâniens qu'elle présente. Ses mèches blondes sont teintées par le sang qui s'échappe de son crâne. Et elle a reçu tellement de coups que les traits de son visage sont difficilement reconnaissables. Et pour briser un crâne, au point d'en déformer un visage, il faut frapper avec une très grande puissance et à de nombreuses reprises. C'est l'un des os les plus solides de tout le corps humain. Les policiers le savent, et c'est pour cette raison qu'ils sont choqués en assistant à cette scène morbide sous leurs yeux.
Il n'y a pas de doute, ils sont face à un homicide. Sans réfléchir plus longtemps, l'un des agents passe un appel radio. La St Andrews Cathedral School devient officiellement un lieu de crime. Les forces de l'ordre, comme la direction de l'école, s'activent pour identifier le coupable. À 4h30, la proviseure de l'école envoie un email à tous les parents d'élèves. L'établissement est fermé pour le reste de la semaine. Dans ce premier message, elle se fait assez discrète. On ne parle pas d'homicide ou de mort, juste d'un incident critique. Mais voilà, comment masquer le fait qu'une école est encerclée par des unités de police ? Très vite, la vérité éclate au grand jour. Parents comme élèves savent qu'une femme a été tuée à St Andrews. Dos au mur, parce qu'il va devenir difficile de justifier les 60 000 $ l'année pour se faire massacrer à l'école, la proviseure envoie un second email. À 6h30, elle écrit à tous les parents pour leur assurer qu'aucun élève n'est impliqué dans cette sordide affaire. Et au cas où ils auraient besoin de parler, la St Andrews Cathedral School a mis sur pied une cellule d'écoute. Elle en profite aussi pour annoncer que les élèves devant composer l'équivalent du bac sont attendus le jour J. La seule différence, c'est qu'ils devront aller dans un autre établissement. Les élèves sont en pleurs, non pas parce qu'ils vont devoir passer leur diplôme final, mais bien parce qu'ils ont peur de remettre les pieds dans leur salle de classe. Les parents paniquent, l'école essaie de gérer la situation au mieux. Et dans tout ça, la police s'interroge. Qui est cette femme ? Et que faisait-elle là ? Ils obtiennent leur réponse le 26 octobre 2023 à 10h. Malgré l'état du corps, une personne parvient à clairement identifier la victime. Il s'agit de Lily James, 21 ans et coach de water polo à la St Andrews Cathedral School. Ce n'est donc effectivement pas une élève, mais est-ce plus rassurant de savoir qu'il s'agit d'une professeure ? Pas vraiment. Maintenant, voici l'énigme qui se dresse devant les policiers. Comment est-elle arrivée là ? Et ils ne le savent pas encore, mais ils vont plonger dans une longue histoire. Le 25 octobre 2023, un appel permet à la police de trouver le corps sans vie de Lily James, 21 ans. Battue à mort dans les toilettes de la St Andrews Cathedral School, la jeune femme a connu une fin atroce. Ce qui est surprenant, c'est que rien dans son histoire personnelle ne laisse deviner une telle destinée. C'est même tout le contraire. Lily James est née le 21 mai 2002 à Sans Souci, dans l'état du New South Wales, toujours en Australie. Et oui, Sans Souci, c'est bien le nom de la ville où elle est née. Et finalement, si on enlève toutes les bêtes atroces qui vivent dans le pays, l'Australie est vraiment cool. Ses parents, Jamie et Peta James, sont très heureux en ménage. Après Lily, ils ont un petit garçon. Sur le plan familial, il n'y a absolument rien à dire. Lily a des parents qui l'aiment, un petit frère qu'elle adore, et tout va très bien. Forcément, Lily devient une jeune femme brillante. Ses études à l'école anglicane pour filles de Danebank se soldent par l'obtention de l'équivalent du bac. L'année qui suit, elle rejoint l'université de technologie de Sydney. Là, elle apprend tout ce qui touche aux affaires dans le domaine du sport. Car oui, en plus d'être jolie et intelligente, Lily est aussi une sportive émérite. Elle n'est pas une athlète professionnelle, mais c'est quelqu'un qui aime bouger. Et en plus d'être active, elle prend beaucoup de plaisir à transmettre sa passion pour le sport aux autres. Tout logiquement, quand elle a l'opportunité de travailler à mi-temps comme entraîneur de water polo à la St Andrews Cathedral School, elle dit oui. Pour étoffer son CV, elle accepte un autre travail à temps partiel, cette fois en tant que professeur de natation. Lily James n'a que 21 ans, mais son emploi du temps est déjà bien chargé. Elle va en cours tout en travaillant 4 jours et demi. C'est une charge de travail considérable. Pour autant, elle parvient à tenir ses engagements sans jamais perdre son sourire. Ses proches la décrivent comme quelqu'un de loyal, d'aimable et toujours prête à donner un coup de main. Imaginez un peu ce qu'a ressenti sa famille quand la police de Sydney leur annonce la nouvelle. Ils sont sous le choc. Au début, le père de Lily refuse même d'y croire. Pour lui, ce n'est pas possible. La police pense que Lily a été tuée aux alentours de 19h. Mais vers 20h, sa fille lui a envoyé un SMS. Elle lui demandait de venir la récupérer à St Andrews. Il est bien parti la chercher, mais arrivé sur place, l'établissement était fermé. Comment Lily aurait-elle pu lui écrire si elle était déjà morte ? Soit la police se trompe sur l'identité de la victime, soit quelqu'un a utilisé le téléphone de sa fille pour lui envoyer ce message. En tout cas, la police ne remet pas en cause les premières constatations du médecin légiste pour qui la mort de la jeune femme tourne autour de 19h. Plus les minutes passent, plus la vérité devient difficile à nier.
Lily est injoignable depuis hier soir. Ni sa famille, ni ses amis ne l'ont vue. Et franchement, ce n'est pas dans ses habitudes. À un moment donné, ils se sont dit que Lily était avec Paul Tijsen. Paul Tijsen travaille aussi à la St Andrews Cathedral School. Comme Lily, il est entraîneur à temps partiel, mais en hockey et en cricket. En plus de cela, il est aussi coordinateur des activités extrascolaires et a un autre poste d'enseignant de hockey au Saint-Vincent College de Potts Point. Sur de très nombreux points, Paul et Lily se ressemblent beaucoup. Ils sont tous les deux sportifs, ils sont tous les deux entraîneurs, et comme Lily, Paul suit des études universitaires en parallèle de ses emplois à mi-temps. Au moment des faits, il est en master pour devenir professeur d'éducation physique. La différence la plus notable, c'est que Paul n'est pas australien. Il est né aux Pays-Bas en 1999 et possède la nationalité néerlandaise. C'est en 2015 qu'il pousse pour la première fois les portes de la St Andrews Cathedral School, mais pas en tant qu'entraîneur. À ce moment, il n'a que 16 ans, il est donc élève. Entre 2015 et 2017, Paul Tijsen apprend sur les bancs de la St Andrews. Par la suite, il s'envole pour les Pays-Bas et obtient une licence. Mais voilà, l'Australie l'appelle. Et en 2020, avec un visa travail-vacances, il revient au pays des kangourous. 3 ans plus tard, il a une vie bien rangée. Il étudie pour son master, enseigne le sport aux enfants, et 5 semaines avant le crime, il se met à sortir avec Lily James. Bon, honnêtement, peut-être que sortir est un mot un peu fort. Lily et Paul se fréquentent mais ne sont pas réellement un couple. Ils vont au restaurant, au ciné, ce genre de choses. Disons qu'ils apprennent encore à se connaître. Finalement, Lily se rend compte que Paul et elle n'ont pas forcément les mêmes attentes. Alors elle met un terme à la relation. Quelques jours avant sa mort, elle annonce à Paul que c'est fini entre eux. Et au début, Paul le prend plutôt bien. Au début, simplement. Dix heures après que la police a découvert un corps sans vie dans la salle de bain de la St Andrews Cathedral School, celui-ci est enfin identifié. Il s'agit d'une jeune femme de 21 ans, sans problème, Lily James. Sauf que rien n'indique que quelqu'un lui voulait du mal. Lily est adorée par ses proches. Ses collègues disent uniquement du bien d'elle. Et même si elle a rompu avec son copain, il n'y a pas de traces de violence conjugale. Pas de SMS de menaces. Pas de « tu vas regretter de m'avoir quitté ». Et franchement, si vous êtes habitué des histoires criminelles, vous savez que le « tu vas regretter de m'avoir quitté » est bien plus courant que ce que l'on croit. Même si c'est très incriminant, on est d'accord. Lily James a l'air de mener une vie normale, paisible et relativement banale. Par conséquent, l'enquête de voisinage ne donne rien. Pareil quand les policiers fouillent les affaires de la victime. Il n'y a aucun indice qui aurait pu prédire à la jeune femme une fin si tragique. Heureusement pour la police, la St Andrews Cathedral School met l'accent à fond sur la sécurité. Pour faire court, des caméras de surveillance ont filmé les dernières heures de la victime. Aux alentours de 19h, les enregistrements montrent Lily en train d'entrer dans les toilettes du gymnase. Derrière elle, un homme semble la suivre. Et cette impression est renforcée par le fait que lui aussi entre dans cette salle de bain. 1 heure plus tard, l'individu est vu en train de quitter les lieux. Lily, elle, ne sortira jamais de ses toilettes. En faisant défiler les bandes vidéo, les policiers n'ont plus aucun doute. C'est bien le tueur en train d'aller sur le lieu du crime, puis de s'en aller. Après son départ, les seules personnes à être entrées dans cette pièce sont les policiers qui ont signalé le corps. C'est donc forcément lui. Mais le plus intéressant, c'est que la qualité de la caméra permet de voir clairement le visage du tueur. À la surprise générale, il s'agit de Paul Tijsen. Enfin, la surprise n'est pas réellement générale. Elle l'est pour ceux qui ne font pas partie des forces de l'ordre, parce qu'au moment où ils visionnent la vidéo et comprennent qui devient le suspect principal, les inspecteurs s'en doutent déjà un peu. Après la découverte du corps, l'opérateur de service de secours a retracé le numéro de téléphone. C'est Paul Tijsen qui a composé le 000 pour signaler le corps sans vie de Lily James. Et grâce à la géolocalisation, les policiers savent où le téléphone a borné pour la dernière fois. Alors non, ce n'est pas dans la maison qu'il partage avec un colocataire dans le quartier de Kensington, c'est bien plus loin, à 11 km du lieu du crime. Selon le signal, Paul s'est rendu à The Gap. The Gap est une falaise située dans la banlieue de Sydney. Là, les vagues s'écrasent avec force contre le flanc d'un récif rongé par l'océan.
C'est un cadre à la fois splendide, mais aussi teinté de mélancolie. Et malheureusement, c'est un endroit où beaucoup de personnes décident de mettre fin à leur jour. Autant dire que quand la police réalise que Tijsen a foncé à The Gap, elle redoute le pire. Le 26 octobre 2023, à 1h du matin, les forces de l'ordre commencent à explorer les lieux. Dans une poubelle, elles retrouvent des indices laissant penser que Tijsen aurait commis le crime. Surtout que sur place, les inspecteurs remarquent immédiatement une Lexus grise. Une rapide recherche dévoile que cette voiture a été louée par Paul Tijsen le jour où Lily a perdu la vie. En regardant les bandes de vidéos de caméra du coin, on peut le voir conduire son bolide autour des lieux incriminés. C'est avec cette Lexus qu'il s'est rendu à la St Andrews Cathedral School. C'est aussi avec elle qu'il se rendra dans un magasin pour acheter un marteau. Et c'est toujours avec cette Lexus qu'il arrive à The Gap. À ce stade, pour les policiers, un scénario doublement morbide commence à se dessiner. Mais en homme de loi, ils s'appuient sur des preuves, et non sur leur intuition. Alors, à 9h, des hélicoptères et des bateaux commencent à sillonner la côte pour retrouver le disparu. À 17h, ces agents retrouvent un sac à dos appartenant à Paul Tijsen au milieu des récifs. À l'intérieur, d'autres éléments laissent penser que Tijsen est le coupable. Le plus parlant, un marteau, qui sera plus tard identifié comme étant l'arme du crime. Moins de 24 heures après la mort de Lily James, la police est sûre d'avoir identifié son coupable. Pour elle, il est clair que Paul Tijsen a fait le coup. Le seul souci, c'est que personne ne sait où il est. Et s'il s'est vraiment jeté du haut de la falaise, il est probable que son corps ne soit jamais retrouvé. Non seulement les vagues l'ont certainement brisé en plusieurs morceaux, mais en plus, la faune de l'océan s'est sûrement chargée des restes. Et surtout, s'il y a encore de minuscules bouts de Tijsen, ils ont certainement été emportés au loin, au large, par les puissants courants du coin. Bref, s'il est dans l'eau, plus personne ne le retrouvera. Mais coup de chance incroyable, des hommes travaillant sur un chantier repèrent un corps entre les rochers de la réserve de Diamond Bay. Le 27 octobre 2023, à 8h du matin, la police revient sur les lieux. Au cas où la personne serait encore en vie, une ambulance est aux côtés des forces de l'ordre. Retirer ce corps des eaux est tout sauf une mission facile. Les falaises sont coupantes comme du verre. Les vagues s'écrasent avec une force indescriptible. Les équipes doivent avancer à pas de loup pour ne pas perdre d'hommes. Mais à 12h15, le corps est enfin ramené sur la terre ferme. Sans grande surprise, la personne ne fait plus partie du monde des vivants. À 15h30, les médecins légistes déclarent officiellement la mort. Et comme la police s'en doutait, l'analyse des empreintes digitales confirme qu'il s'agit de Paul Tijsen. À ce stade, toutes les pièces du puzzle s'assemblent. Le 25 octobre 2023, Paul Tijsen contacte Lily James. Cela fait plusieurs jours qu'ils ont rompu, et malgré les apparences, cela le rend fou de rage. Alors il ment à Lily. Il lui dit qu'il doit lui remettre des articles de sport, et pour ça, il propose qu'il se retrouve au gymnase. Sans imaginer ce qui l'attend, Lily accepte, ce qu'elle n'aurait pas fait s'il lui avait demandé de la rejoindre ailleurs qu'au gymnase. Le tueur savait qu'il réussirait à l'attirer là-bas, parce que c'est un lieu qu'elle connaît. Elle est donc confiante et ne se doute pas une seconde de ce qui l'attend. En préparation de son meurtre, Tijsen loue la Lexus grise. Il la conduit jusqu'à un magasin de bricolage où, sous les yeux des caméras de surveillance, il est en train d'acheter un marteau. Quelques minutes avant le rendez-vous, il se gare sur le parking de la St Andrews Cathedral School. Vers 19h, il retrouve Lily dans le gymnase. Quand la jeune femme se rend aux toilettes, il la suit. Loin des regards, il la frappe plusieurs fois avec le marteau. L'attaque est si brutale qu'il défigure la jeune femme. Fait horrible, Lily ne meurt pas suite au premier coup. Il en faut plusieurs avant qu'elle ne perde connaissance. Mais c'est la perte de sang qui a causé le décès. Une fois son crime commis, Tijsen redescend sur terre. À cet instant, il prend pleinement conscience de ce qu'il a fait. Et c'est là qu'il prend la décision d'envoyer un SMS au père de Lily. Pourquoi ? Sans doute pour que quelqu'un trouve le corps avant que les élèves ne débarquent. 1 heure après être entré dans cette salle de bain, Tijsen quitte les lieux. Il reprend sa Lexus grise et roule jusqu'à The Gap. Selon les policiers, il arrive à la falaise à environ 22 heures.
Peu avant minuit, il compose le 000 et indique aux policiers où trouver les restes de Lily James. À ce moment, il y a un trou. On ne sait pas exactement ce qu'il a fait entre 22h et minuit. Toujours est-il que pendant ou après ce laps de temps, il balance certaines preuves dans une poubelle et jette son sac dans l'océan. Et puis, convaincu d'avoir effacé ses traces, il fait le grand saut. Le 27 octobre 2023, 2 jours après avoir trouvé le cadavre de Lily James, la police repêche le corps sans vie de son assassin. Paul Thijssen, 24 ans, a battu à mort Lily James avec un marteau avant de s'ôter la vie. Mais si le déroulé des faits n'est plus un mystère, personne ne comprend pourquoi il a réalisé une telle chose. Ni Lily, ni Thijssen n'avaient d'antécédents de violence. Ils n'avaient pas une seule condamnation, même pas une amende pour excès de vitesse. Même en fouillant dans le passé de Thijssen, les enquêteurs n'ont pas trouvé de signes avant-coureurs. Pas de démêlé avec la justice, pas de comportement violent envers ses proches ou ses élèves. L'un des enseignants qui avait enseigné aux côtés de Thijssen le décrit même comme un jeune homme exemplaire. Souvent, avec les histoires d'homicide, la police retrouve des indices qui expliquent quand et comment la personne a basculé. Pas dans cette affaire. Thijssen n'avait jamais été violent envers qui que ce soit. Et rien ne laisse penser que sa santé mentale s'était dégradée. Le seul potentiel facteur de stress, c'est que son visa vacances-travail était sur le point d'expirer. Et vu qu'il s'agissait de son 3e visa de la sorte, il ne pouvait plus faire de requêtes supplémentaires auprès du gouvernement australien. Mais cela n'explique pas son acte. On ne tue pas de façon aussi violente une jeune femme pour un problème de visa. Ou en tout cas, si on le fait, c'est qu'il y a des problèmes sous-jacents. Pour une raison que tout le monde ignore, il a décidé de tuer Lily puis de mettre fin à ses jours. Et avec sa mort, personne ne saura réellement ce qu'il s'est passé dans sa tête. Pourtant, il y a des hypothèses. L'une d'entre elles est tout simplement qu'au fond, il y avait tout de même une instabilité psychique. Il y a plusieurs façons de commettre un meurtre. Or, le procédé choisi par Thijssen a été particulièrement violent. Assassiner quelqu'un à coups de marteau, c'est terrible. Et cela montre l'importance de la dimension personnelle dans ce meurtre. Lily lui a fait du mal, à tel point que Thijssen a vécu cette rupture comme un affront, et a ressenti ce sentiment fortement égoïste de « si tu ne m'appartiens pas, alors personne ne t'aura ». D'ailleurs, le fait que Thijssen essaye de dissimuler les preuves avant de quitter ce monde prouve qu'il savait que son comportement était égoïste, et il ne voulait pas que cette image lui colle à la peau. On ne saura jamais définitivement ce qu'il s'est passé dans la tête de l'assassin. Mais il y a fort à parier qu'il y avait un déséquilibre dans le mental de ce jeune homme, même s'il n'avait jamais été diagnostiqué auparavant. Le 17 novembre 2023, la famille de Lily, ses amis et toute la communauté de la St Andrews Cathedral School lui font leurs derniers adieux. Concernant les restes de Paul Thijssen, ses parents ont choisi de l'incinérer et de répandre ses cendres en Australie. Voici pour cette affaire australienne particulièrement triste. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, écrivez kangourou en commentaire. J'espère que vous avez apprécié mon récit. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous dis à très vite. Bye.